Je vous ai déjà beaucoup parlé de ma pile à lire et là j'ai décidé de prendre des choses en main et de enfin la faire diminuer. En plus de ça, je sais que vous aimez bien les top flops spécial intégrales, alors je me suis dit que j'allais faire un petit mix des deux concepts. Et donc nous allons découvrir la longue liste de tous les tomes que j'ai lus dernièrement. 74 mangas quand même, dont des tomes doubles. Franchement j'ai pas chômé, vraiment je me suis donné à fond en fait cette vidéo. Allez hein, on va commencer tout de suite. À la place numéro 10 de mon classement, Haruhi Makito. J'arrive jamais à retenir. Magicien et sauveur de sorcières. J'avais beaucoup apprécié le tome 1 de cette série. Une série en 4 tomes. Je vais acheter la suite, ça va être plutôt sympa. Là je me suis encore une fois laissée avoir par un bon tome 1 parce que la suite c'était pas génial et je comprends que la série était arrêtée. Parce que vous arrivez à la fin du tome numéro 4, bah c'est pas du tout la fin de la série. Hein. On dit oh mais on pause pour la prochaine fois. Ouais bref, c'est fini. De toute façon on comprend pourquoi, parce que c'était vraiment pas terrible. C'est écrit par Shizumu Watanabe, c'est aux éditions Soleil Manga et ça nous parle d'un garçon qui est magicien, prestidigitateur de génie à notre époque, se retrouve transporté en Allemagne 400 ans plus tôt, je vous laisse faire le calcul, et on se trouve à ce moment-là en pleine chasse aux sorcières. Et par les aventures que vous comprenez au tome numéro 1, vous voyez qu'il décide d'aider ces pauvres femmes que l'on considère comme des sorcières grâce à ces tours de magie. Donc je trouvais que c'était, le pitch partait bien, c'était original, mais honnêtement en lisant le tome 2, 3 et 4, ça part un peu dans un harem comique raté. On a Haruhi qui sauve des sorcières, dont des jeunes femmes qui restent à ses côtés bien entendu. Donc vous avez un peu de Heichi mais sans non plus trop le dire. Vous avez des situations complètement rocambolesques qui sont très peu crédibles, même si je veux bien hein, les sorcières, magie, temps reculé du Moyen-Âge, d'accord, mais je sais pas, tout tombait à plat. Les tours de magie qui sont utilisés, bon franchement au bout d'un moment ça... Alors c'est peut-être comme ça hein, les tours de magie, j'en sais rien, mais je trouvais que c'était quand même ultra tiré par les cheveux. On a des mélanges de technologies du 21e siècle avec des trucs du Moyen-Âge. On a des situations comiques qui le sont, mais en réalité pas du tout. Des personnages qui... Alors en tout cas je vous parle de... Alors Haruhi Makito encore ça va, c'est plutôt sympa, l'idée était bonne, ok hein, un petit personnage qu'on aime détester qui se fait passer pour le diable, c'est plutôt sympa. Mais les jeunes femmes à chaque fois, franchement on comprend pas, je comprends pas le délire, elles sont ni intéressantes ni drôles, c'est du tragico-comico mal fait. Mais je sais pas, c'est... La narration n'était pas bonne, on comprenait pas les enjeux, on ne s'attachait pas aux personnages, donc pour moi c'est un grand nom. À la place numéro 9 de ce classement, un titre que j'avais acheté à Adrien dans son intégralité pour Noël, Mongol Moise. C'est l'histoire d'un samouraï qui est chargé de défendre une île d'une invasion mongole. Alors je lui ai dit oh tiens ça peut être plutôt pas mal. Adrien m'avait dit que c'était plutôt sympa à lire. Quoique les dessins étaient ok, sauf franchement certains passages, vous voyez c'est pas franchement terrible en tout cas à mon goût, mais quand même de temps en temps vous avez des cases avec un niveau de détail qui est assez intéressant. Je me suis ennuyée, pourtant 10 tomes c'est pas long hein, et j'ai pas du tout accroché à cette série. Je trouvais le personnage principal pas du tout charismatique, je trouvais que la narration avançait longuement et péniblement. Les retournements de situation, on les voyait arriver à des kilomètres. Les scènes de combat, honnêtement, manquaient un peu de punch. Les histoires de mytho, amitié, bon, voilà. Pourquoi est-ce que le personnage principal, d'un coup d'un seul, décidait de quand même venir en aide à cette peuplade, on comprend pas très bien. Bref, j'ai pas adhéré à ce titre. C'est déplaisant pour moi de continuer. Je crois aussi que la thématique, de manière générale, ne me plaît pas. Hein. Il faut que je sois aussi honnête avec vous, c'est que tout ce qui est guerre, normalement c'est vrai que c'est pas des trucs pour moi, c'est pour ça que vous me demandez parfois si je lis Kingdom, moi c'est pas du tout mon truc, hein. Quoique beaucoup stratège j'ai beaucoup apprécié, donc quand c'est bien fait finalement je peux aimer, mais là j'ai pas du tout adhéré. Par Mongol Moise, chronique de l'invasion mongole, écrit par Nanaiko Takagi, et ça c'était aux éditions Meian.
À la place numéro 8, une nouveauté pour nous, en tout cas c'est arrivé assez récemment dans notre manga deck, par un auteur que j'aime normalement beaucoup. Il s'agit de Blue Heaven, écrit par Tsutomu Takahashi. L'auteur, je vous présente plus, hein, je vous en parle à chaque fois, j'ai l'impression. Sido, Soulkeeper, Black Box, bref, que des titres que j'ai aimés. Mais là, c'est une histoire qui est assez sans intérêt. Alors c'est aux éditions Panini Manga, c'est complet en 3 tomes, donc ça se lit très vite. En gros c'est une croisière de luxe qui recueille un bateau à la dérive, et sur ce bateau il y avait un type, et ce type était fou furieux, fou dangereux, et donc il a tué tout le monde sur le bateau. Bon. Et honnêtement, ça n'a pas grand intérêt. C'est pas l'histoire la plus fameuse qui a été écrite par Tsutomu Takahashi. J'ai encore préféré le one shot E-Live qui amener un peu plus de réflexion, et alors que là ouais c'est je tue tout le monde. Alors les persos sur lesquels on se focalise, pas grand intérêt, une mytho-histoire dramatico, j'ai perdu mon mari en mer donc maintenant je travaille sur la mer pour lui, enfin j'ai trouvé ça super facile quand même de nous mettre ça en avant pour essayer de s'attacher à la personne, mais ça n'a pas du tout fonctionné. On avait un propriétaire du bateau complètement cinglé, et d'ailleurs les propriétaires ou dirigeants du bateau plus cinglés les uns que les autres, donc aucun attachement à aucun des personnages, ils auraient pu tous s'entretuer, qu'il y avait aucun souci. Au niveau des dessins c'est correct, hein, c'est du Takahashi tout à fait classique, mais voilà, la plupart du temps ils sont tous en train de se tirer dessus, ou bien vous voyez des vagues dans la mer autour du bateau quoi. En plus une fin, on se dit bon ok, je pensais vraiment que ça allait être plus dramatique que ça, enfin bref, pas trop d'intérêt, c'était pas désagréable à lire, mais 2 tomes et demi, parce que quand même ça faut le dire, hein. Dans le tome numéro 3, la moitié c'est une autre histoire courte qui a encore moins d'intérêt que Blue Heaven. Donc ouais non franchement c'est à oublier, c'est oubliable, et si vous ne l'avez pas, c'est pas un indispensable du tout. À la place numéro 7, une intégrale en 2 tomes, une nouveauté également, c'est Onetsugi Marchand d'os. C'est aux éditions Comico. On parle ici d'une personne gérante d'un magasin avec son assistant. Et son boulot, c'est d'être marchand d'os, c'est-à-dire que des personnes viennent chez lui pour lui demander quelque chose, et en échange, ils doivent donner une chose de valeur équivalente, et donc vu que c'est un marchand d'os, lui il demande des os d'une certaine valeur. Dans ce monde-là, les os ont un pouvoir et des caractéristiques spécifiques qui permettent à ceux qui en sont le destinataire de bénéficier des pouvoirs des 10 os. En gros, il fait une sorte d'opération chirurgicale, il vous met les os avec des pouvoirs, et donc vous obtenez les 10 pouvoirs. Sauf que à chaque fois, avoir un pouvoir, ce n'est pas sans en payer le prix. Ça pouvait être intéressant parce que je trouve que c'est quand même original comme histoire. Fallait franchement trouver ça, hein. Certains auteurs ont vraiment beaucoup d'imagination. C'était plutôt bien dessiné, surtout les opérations quand elles sont faites. C'était intéressant de voir une sorte de magie qui entourait cela. C'est un monde imaginaire, donc vous avez tout un tas de créatures et pas uniquement des humains qui viennent demander des choses. Donc vraiment, l'originalité était là. Mais ce qui m'a pas plu, c'est que il y avait beaucoup de sous-entendus que j'ai pas capté. J'ai compris qu'il y avait des sous-entendus, mais mon cerveau n'a pas voulu comprendre desquels il s'agissait. Donc je me suis dit, bon, je sais pas, comme si ça devrait être évident, mais ça l'est pas. Alors j'ai bien compris hein, qu'il vaut mieux compter sur soi pour s'améliorer et pas sur des choses magiques, ok, mais j'ai l'impression qu'il y avait encore quelque chose derrière que j'ai raté. Et ça, c'est un sentiment qui est très gênant quand vous lisez un bouquin et vous avez l'impression qu'on essaye de vous dire quelque chose mais que vous comprenez pas, parce que c'est pas dit très clairement. En plus de ça, la fin, j'en ai discuté avec Adrien et je suis assez d'accord, on a l'impression que c'est pas tout à fait fini, parce que les gérants qui s'occupent de cette boutique, ils le sont de génération en génération, ils se transmettent, disons, ces pouvoirs. Et là, moi, je pensais qu'il allait transmettre ça à son assistant, mais non, ça continue. Enfin, bref, un goût d'inachevé, un goût de non-compréhension totale. Mais c'est assez original, et c'est pour ça que je le mets à cette position. C'est pas du tout un essentiel, j'aurais très bien vécu sans avoir à lire ça, mais c'est pas non plus complètement naze. À la place numéro 6 de mon top, encore une histoire de sorcière, puisqu'il s'agit de La sorcière du château au chardon. Alors, c'était une histoire qui m'avait laissé à la fin du tome 1 assez dubitative. D'ailleurs, c'est en 4 tomes, comme vous pouvez le voir, c'est bien l'intégrale aux éditions Akata Medium, et c'est écrit par John Tarashid. On y suit l'histoire d'une sorcière qui vit à Édimbourg et qui recueille un jeune garçon maudit, et auquel elle va devoir enseigner la magie, et ils ont plusieurs aventures d'ailleurs à travers l'Europe.
Europe, hein, parce qu'ils voyagent un petit peu tous les deux. Et bien entendu, le jeune garçon, puisqu'il est jeune, il faut quand même qu'il aille à l'école et qu'il se sociabilise. Il va entrer à un moment donné dans une école. Il y aura tout un tas d'ennemis ou de puissances spirituelles qui vont essayer de neutraliser ou d'obtenir le pouvoir de ce jeune homme. Autant le premier tome, je me suis dit, oh, ouais, ça me dit pas trop, ça part dans tous les sens, les personnages sont un peu bizarres. Je vous avais dit, hein, le personnage principal était sympa, mais de temps en temps, on essayait de lui donner une attitude un peu rebelle qui pour moi tombait à l'eau, quoi. C'était un peu le rebelle des années 70 à la Renault, quoi. Je me suis dit, ouais t'es plus du tout cool aujourd'hui si tu fais ça, donc je sais pas, je trouvais que c'était un peu bizarre. Et le jeune garçon, là aussi, vous avez du stéréotype complet, du jeune garçon timide, enfermé depuis toujours, qui en fait est super gentil, super balèze, et doux comme un agneau. Bon, alors ce que j'ai regretté quand même, c'est qu'on nous disait que ce jeune garçon était une véritable bombe à retardement, que ça pouvait se déclencher d'une minute à l'autre, et en fait on n'a jamais vu la couleur, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'étendue de son pouvoir, on sait pas jusqu'où ça peut aller, donc on voit pas finalement où était l'enjeu quand on a fini ces 4 tomes. En plus de ça, les ennemis à chaque fois ils étaient balayés par elle, qui était super balèze, et à la fin vous avez un gros ennemi, et voilà, le pouvoir de l'amour et de l'amitié qui vient tout terrasser. Vous avez des gens que vous n'avez pas vus depuis 2 tomes qui arrivent, enfin bref, vous vous dites ouais bon, c'est un peu simplet, c'est un peu facile, la narration partait dans tous les sens, donc je pense qu'ils ont essayé de recadrer à partir du tome 2, mais c'est devenu beaucoup trop simple et beaucoup trop classique, donc pas forcément très intéressant non plus à suivre. L'autre point négatif selon moi, c'est que, et c'est bizarre parce que je trouve que les dessins sont plutôt pas mal, même plutôt beaux, elle a un peu de la gueule cette sorcière, ça change un peu d'habitude, mais les personnages se ressemblent absolument tous. Je vais vous montrer ce qui m'a vraiment choqué, c'est dans les dernières séquences où c'était vraiment frappant. Tous, enfin, pour moi, ils ont exactement la même tête. Et vous avez des nanas, c'est à peu près la même chose. Donc on se dit, bon, on aurait pu faire un petit effort pour qu'on puisse les différencier, surtout qu'il n'y en a pas 150 000 des personnages, il y a genre 5 bonhommes et puis 3 nanas, on aurait pu quand même pu faire un petit effort, quoi. Enfin là, les personnages se ressemblaient tous. Plus le passé, disons, qui rendait les méchants méchants et les gentils gentils, voilà, c'était aussi du banal. C'est oui, on t'a rejeté quand t'étais jeune parce que tu faisais de la magie, mais t'as le droit de vivre. Alors bon, ok, oui, c'est vrai, elle a pas tort en cela, mais bon, on se dit ok, c'est tout, quoi. Enfin, ça se finit quand même assez vite. La fin, pareil, si on s'est fait un bisou, je t'ai pris dans mes bras, j'ai dit que t'étais gentil, bon, j'arrête tout, je suis plus méchante. Enfin, ouais, c'était vraiment... Ok, bon, voilà, c'est pas terrible. Mais quand même, c'est pas non plus complètement dénué d'intérêt, c'est plaisant à suivre, c'est voilà, un peu dans le cadre de Harry Potter, hein, vous avez compris. Les dessins sont quand même jolis, mis à part ce défaut des personnages. La fin est pas terrible, mais j'ai trouvé intéressant qu'on nous mette 10 ans de plus pour voir un peu ce qu'ils sont devenus. Bon, c'était bien. Puis on a une réinterprétation de Jeanne d'Arc là-dedans, je vous laisserai découvrir. Mais je vous avoue que ça m'a quand même fait un peu sourire, hein. C'était pas fou, franchement c'était pas fou. Là je suis en train de vous en parler, je me rends compte que j'aurais peut-être pu le mettre encore un peu plus bas dans le classement. Je vous conseille pas forcément la lecture de ce tome. C'est pas nul, l'univers est intéressant, mais ça manquait un peu d'enjeu. De Paris, nous allons passer à Rome, puisque la place numéro 5, eh bien, je vais nommer Bestiarius. J'ai lu l'intégrale en 7 tomes de Masumi Kazaki, le même auteur que Les Amants Sacrifiés, aux éditions Feu Casé, devenu Crunchyroll. Mais bon, moi j'ai encore évidemment les Casé, on avait trouvé ça d'occasion. Là, moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé suivre cette aventure, c'était un peu du fantastique. On se retrouve à l'époque romaine, des gladiateurs, où on se fait se battre des jeunes gens qui ont perdu la liberté, mais il y a aussi des monstres qui se retrouvent dans l'arène, et vous avez un personnage qui a réussi à s'enfuir et d'autres qui ont suivi ce même chemin et qui essayent de fuir Rome, de bâtir leur propre village pour éviter les atrocités de ce que peut faire subir l'Empire romain à ses esclaves. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de nous refaire un peu l'histoire, de nous dire ah bah non, à l'époque il y avait des monstres, on vivait tous très bien avec eux, jusqu'à ce que un fou furieux d'empereur romain décide que ces monstres devaient disparaître. On voit la force quand même, la puissance d'un tel empire à cette époque. Extrêmement beau dessin quand même, hein, là il faut le dire, et il s'est vraiment embêté le type, hein. Moi des fois j'ai passé le type
l'auteur à faire des dessins de monstres, de bêtes, de combats. C'est toujours très détaillé, très sympa à découvrir. C'est pas très long à lire, mais j'ai vraiment aimé. On nous parle de créatures mythologiques qui sont intéressantes. Des personnages qui pensaient lutter pour le bien, qui au final se disent mais au final c'est moi hein, qui détruit tout et qui n'œuvre pas du tout pour la paix. J'ai bien aimé. 7 tomes c'était suffisant quand même, je dois le dire. C'était sympa. Plus ça aurait été trop parce que voilà, pas non plus foufou. J'aime bien le fait qu'on ne s'attende pas à certains revirements de situation, donc là ça laisse quand même le lecteur curieux de lire ce qui va se passer, ça l'étonne. Donc franchement j'ai passé un bon moment à lire Bestiarius. Moi j'ai vraiment bien aimé cette série qui était très agréable à suivre hein. En plus quand on lit les notes de l'auteur, il nous dit que il voulait dessiner un peu des monstres, donc il a décidé que ça se ferait à l'Empire, au moment de l'Empire romain, mais que l'histoire s'est déroulée au fil de l'eau. Et c'est vrai que ça se voit hein, que tout n'a pas été réfléchi depuis le début parce que vous n'avez pas du tout de foreshadowing de ouf, mais je trouve qu'il s'en est pas mal tiré du tout parce que l'histoire avançait, ma foi, plutôt très bien. À la place numéro 4, eh bien, je pensais pas, je pensais que j'allais pas aimer, que j'allais vous dire ouais je comprends pas la hype et tout, mais en fait non, si j'ai aimé donc je peux pas dire. J'ai lu Les Montagnes Hallucinées, les chefs-d'œuvre de Lovecraft qui sont écrits par, ou en tout cas revisités par Gu Tanabe. J'ai bien aimé, je pensais que ça allait être plus gore, horreur que ça, c'est pour ça que j'avais une appréhension, mais en fait non. On suit des explorateurs dans les années 1930 qui décident de découvrir le continent antarctique qu'on ne connaissait pas. Rien d'ailleurs, on a très bien parlé dans une de nos vidéos sélection du mois, et en gros ça se passe pas tout à fait comme prévu parce qu'on va découvrir des choses. On ne s'attendait pas avec les connaissances en plus biologiques, historiques, géologiques de l'époque. Très intéressant à suivre avec des beaux dessins. Parfois j'avais l'impression d'être dans mes livres quand j'étais plus jeune, L'Appel de la forêt ou ce genre de choses. Et c'est vrai que parfois ça a comment dire, des côtés un peu Indiana Jones, Benjamin Gates, voire les aventures de Mike Horn. Donc j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, c'est original. Des fois c'est un peu perché pour moi, hein, là. On voit qu'il a quand même de l'imagination, l'auteur originel de ce titre, mais ce que j'ai également apprécié c'est que vous n'avez pas de l'horreur à l'état pur, c'est-à-dire que vous avez de l'angoisse, vous sentez que les situations sont oppressantes, mais jamais vous ne voyez de choses dégoûtantes. Bon, de temps en temps, vous voyez des créatures un peu étonnantes, mais ça reste tout à fait abordable, même pour des gens qui n'aiment pas l'horreur comme moi. Et ça, c'est aussi un point positif, et ça m'a donné envie de connaître davantage d'œuvres de Gu je sais plus comment ça s'appelle, de Gu Tanabe. Et d'ailleurs, vous en avez proposé certains, Adrien, donc on en a un autre. Quelque chose d'Innsmouth et voilà. Et donc je vais les lire avec plaisir aussi. C'est intéressant, c'est original, c'est bien dessiné, c'est pas trop long non plus. En plus, l'avoir sous forme de manga, c'est quand même agréable parce que ça vous évite d'avoir des pages et des pages de description. Là, vous avez un très beau dessin qui est fait et qui vous fait immédiatement comprendre quel est l'état de la situation. Vous avez des non-dits également qui sont compréhensibles par le visage très expressif des personnages mis en lumière. Un vocabulaire qui change un peu, qui est un peu plus élevé que d'habitude, donc ça fait aussi du bien. C'est pas non plus du François, hein, du 12e siècle, là. Vous inquiétez pas, mais non, c'est vraiment une bonne découverte. Je suis très contente d'avoir surmonté mon a priori et découvert Les Montagnes Hallucinées de Gu Tanabe. Sur le podium et à la 3e place, j'ai lu, je vous montre, parce qu'il y en a beaucoup, 20th Century Boys que vous voyez ici, et j'ai lu aussi 21 Century Boys qui est la fin. J'ai bien aimé, mais avec des bémols. Déjà, qu'est-ce que c'est? Donc c'est écrit par Naoki Urasawa, le même auteur que Monster, que Pluto, que j'avais vraiment bien aimé. C'est aux éditions Panini Manga, une jolie édition d'ailleurs, grand format. Moi j'aime beaucoup ce type d'édition. Vous avez City Hunter qui est aussi un peu comme ça. Et quand je peux montrer mes City Hunter, je le fais, hein. Ouais, vous voyez, c'est un peu le même style. Je pense que Katsai ce sera un peu pareil, donc je suis très contente. J'aime beaucoup ce format de
de chez Panini qui est souple. C'est un seinen de science-fiction et qui nous parle de quoi? On est à l'aube du XXIe siècle et il y a une menace qui pèse sur le monde entier. Kenji, qui est alors responsable de Super-Aide au Japon, se rend compte que ce qui est en train de se passer correspond à l'histoire qu'il avait inventée 30 ans plus tôt quand il était enfant avec ses copains. Il décide d'embrasser le destin qui s'était fixé à l'époque, c'est-à-dire sauver le monde. Globalement, j'ai bien apprécié du fait de ce scénario qui était, ma foi, très original et j'irais même jusqu'à dire complètement incroyable. Vous avez des rebondissements fréquents, vous avez tout le temps de l'action, quelque chose qui se passe, des retours en arrière pour vous expliquer la situation du présent, pour vous donner un fragment de souvenir de quelqu'un qui était là et qui peut vous aider à résoudre l'énigme du moment. Par conséquent, en tant que lecteur, vous allez constamment remettre en cause ce que vous avez compris des événements qui viennent de se passer, parce qu'à chaque fois que vous avez un nouvel élément, vous dites ah bah non c'était pas ça, je suis allée sur une fausse piste, etc. Donc c'est bien, ça attise la curiosité, ça éveille l'envie de continuer la lecture. Ce qui est aussi bien et vraiment bien joué de la part de l'auteur, c'est que on part quand même sur un truc qui est complètement pas crédible, des gosses qui écrivent une histoire et ça se produit avec un monstre qui veut tuer toute l'humanité, et on voit comment il arrive à rendre ça crédible. Et en un sens, ça nous fait aussi réfléchir à notre propre histoire, comment l'impensable est devenu réalité, et c'est bien de montrer comme ça que ça peut arriver à n'importe quel moment si on a des personnes qui ont réussi à s'infiltrer là où il fallait s'infiltrer pour eh bien, appliquer leurs idées aussi farfelues, bizarres et dangereuses soient-elles. Mais j'ai quand même quelques petits points négatifs à reprocher à ce titre. C'est pour ça que pour moi c'est pas le chef-d'œuvre de chef-d'œuvre et il faut quand même que je vous en parle. Je vous disais qu'il y avait tout un tas d'enchaînements, de rebondissements dans cette histoire. Parfois un peu trop. C'est-à-dire que des fois on n'a pas eu le temps de s'installer dans la nouvelle situation, qu'il y a déjà autre chose qui se produit et c'est comme si on courait un sprint, sauf que des fois moi j'ai bien envie de me poser, de savourer un peu ce que je suis en train de comprendre, de lire, et parfois c'est aller un petit peu trop vite. Comme à chaque fois il y avait une nouvelle situation, je m'étais pas imprégnée suffisamment de la précédente et donc à chaque fois c'était une lecture presque superficielle. Excusez-moi mais le pauvre Kenji, qu'est-ce qui s'est passé lorsque la première fois il a essayé de sauver le monde? Alors on nous sort, ouais il a perdu la mémoire donc on sait pas, ouais mais c'est trop facile. Tout était si bien ficelé, puis là pof on nous sort comme par magie, oh il a perdu la mémoire. Bon, d'accord, pardon si je vous ai spoilé, vous allez oublier ça, vous inquiétez pas. Et puis cette fin, sérieusement, là je vais pas vous spoiler, en gros on nous explique tout dans une bulle. Et on dit ah non c'était pas ça, c'était celui-là, ah d'accord, ok fini. Ah bon? Non mais pardon, moi je suis un peu bête, faut m'expliquer. Je sais pas... Et puis non, c'est pas cohérent. Et puis autre chose aussi, pourquoi est-ce qu'on nous a collé cette histoire de pouvoir magique? Ça n'avait absolument aucun intérêt. Alors Adrien m'a dit oui mais c'est pour établir le lien filial. Ta fille elle a besoin absolument d'une caractéristique qui t'est propre pour établir que t'es son père. Enfin je trouve ça bizarre. En plus c'est encore moins cohérent. Il avoue le père que c'était une supercherie, un tour de passe-passe. Donc à un moment donné je m'en souviens très bien. Donc quel intérêt? Pourquoi? Pareil, excusez-moi, mais une gamine de 15-17 ans qui arrive aussi à mater deux gros chefs de gang thaï et chinois comme si de rien n'était. Bref, c'était bien, c'est une bonne histoire objectivement parlant, mais je dois dire que moi je n'ai pas accroché. C'est l'histoire de Naoki Urasawa, j'en ai pas non plus lu 50, hein. J'ai lu Monster et Pluto et puis celle-ci, mais c'est celle à laquelle j'ai le moins accroché, mais quand même je le mets en 3e position, donc je salue quand même l'œuvre de l'auteur. À la 2e place de ce classement, un seinen qui m'a été recommandé par Adrien, Eijin. J'ai lu les 17 tomes d'Eijin écrits par Gamon Sakurai et Suina Miura. J'ai adoré. Alors c'est un seinen qui avait commencé en 2012 et qui a fini en 2021, donc les personnes qui ont suivi ça depuis le début, bah bravo à vous. Bravo pour la patience, moi j'étais contente de pouvoir tout lire d'un coup quasiment. Donc 17 tomes d'action, de dark fantasy où on suit un personnage principal, Kei Nagai, qui se rend compte un jour alors qu'il est écrasé par un camion que c'est un Eijin, parce qu'il arrive à se relever et les Eijin sont des êtres immortels. Pas de bol, c'est que quand on arrive à en choper un, ou en tout cas quand ils sont reconnus comme tels, on les capture pour faire des expérimentations sur eux. Et d'ailleurs, un Eijin qui a subi des expérimentations va sauver, ou en tout cas tenter de délivrer Kei Nagai, sauf que disons qu'il y a une divergence dans la vision de la vie entre ces deux persos et ils se séparent et deviennent même d'ailleurs ennemis. Et on voit tout au long des 17 tomes de Eijin cette bataille entre le clan de Kei Nagai et son adversaire Sato. D'ailleurs c'est un des personnages méchants
les plus cool que j'ai jamais vus quand même. Donc on a un vrai choc des personnalités dans ce manga qui permet d'ailleurs de dénoncer les discriminations qui sont faites. D'ailleurs ça peut entraîner des actes qui sont tout bonnement inhumains parce que quand on les voit en train de dépecer, de tuer à plusieurs reprises ces pauvres Eijin pour voir comment ils font pour renaître, c'est quand même assez flippant. Le pire c'est que c'est crédible. C'est ça qui est vraiment flippant en fait. Il y a beaucoup d'actions en plus dans ce manga, vous avez pas mal de stratégies, c'est un peu comme un jeu vidéo, mais malgré cette action en continu, ça reste un schéma simple qui nous permet de suivre. Il y a quand même quelques points négatifs qu'il faut noter dans ce titre Eijin. Déjà ça se lit très rapidement, trop rapidement, parce que vous avez beaucoup d'actions, donc vous avez peu de texte, tout s'enchaîne très vite, et moi j'ai lu ça extrêmement rapidement. Et puis en plus comme j'avais envie de le lire, donc autant vous dire que c'était allé très très vite. L'autre chose un peu négative, c'est l'environnement. Vous avez un environnement qui est très militaire, en huis clos, vous êtes dans des bâtiments fermés, scellés. Je pense que ça aurait été intéressant d'ouvrir un peu la chose, ça nous aurait permis de respirer un peu. Mais c'était peut-être aussi la volonté des auteurs de vraiment nous montrer l'intensité, presque l'étouffement disons de ce qui était en train de se passer avec le danger qui était en face. Et enfin le dernier point un peu négatif, c'est que j'aurais bien aimé moi avoir des précisions sur certains personnages, notamment le tout premier Ajin, parce qu'on nous le présente comme ça, on dit tiens c'était le premier Ajin, et voilà fini quoi. On dit ouais d'accord, ok, pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'elle travaille comme tout le monde, est-ce qu'elle a subi des expérimentations ou pas, en plus c'est une femme, donc à mon avis niveau cruauté, je pense qu'on aurait pu avoir des idées, enfin tant mieux pour elle si c'était pas le cas, mais enfin bon voilà, j'aurais bien aimé savoir pourquoi, d'où ça sort, enfin bon bref, c'était un petit peu un peu rapide. Et enfin, à ce top du classement, place numéro 1, ce que j'ai préféré lire, c'est la série Hell's Paradise. 13 tomes de cette série. Bon, je dois dire déjà que le contexte, c'est un peu ce que je préfère, donc c'est un peu normal que ce soit à cette place du podium. Alors, Hell's Paradise, c'est des condamnés, ninjas pour la plupart, ou des combattants, des samouraïs, qui se retrouvent exilés sur une île pour pouvoir trouver une potion qui donne la jeunesse éternelle. D'ailleurs, petite précision, le groupe qui est envoyé sur l'île est chapeauté, enfin chaque personne est chapeautée par un bourreau qui est chargé de l'exécuter au moindre faux pas. Et donc ça se transforme dans une battle royale où tout le monde montre ses capacités de bagarre, de baston, c'est au dernier qui survivra. Vous avez des alliances qui se forment et donc moi j'ai beaucoup aimé le contexte, ça rendait très intéressant cette bataille, et l'histoire ici va se focaliser sur Gabimaru, qui est un ninja de génie, qui arrive à avoir des techniques de fou furieux, et qui est là parce qu'on a comploté contre lui dans son camp, parce qu'il devenait être un peu dangereux peut-être, et donc on l'a envoyé là-bas. J'ai plutôt globalement, comme vous pouvez le constater, un ressenti positif sur cette histoire. J'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé que 13 tomes c'était bien. Plus ça aurait très certainement été trop long, même si un ou deux tomes en plus, pourquoi pas d'explications ou de vie après, ça aurait pu être intéressant. La diversité des personnages, sans qu'il y en ait trop non plus, ainsi que leur spécificité au combat, rendent le récit intéressant. Et d'ailleurs chacun a sa propre histoire personnelle, et tous ne sont pas tout gentils ou tout méchants, mais on voit quand même qu'une certaine fraternité se met en place lorsque on est face à des ennemis, enfin des forces surnaturelles, ou en tout cas des ennemis qui sont beaucoup plus puissants que soi-même. Et ce qui relance un peu l'intérêt au milieu de la série, c'est que vous avez l'arrivée de nouveaux personnages qui sont visiblement, ou en tout cas de ce que l'on nous explique, très très forts, et on ne sait pas dans quel camp ils vont se mettre, si ce sont des alliés ou pas, si on peut compter sur eux ou pas, quel est le degré de danger auquel on s'expose lorsqu'on va à leur rencontre. Et ça j'ai trouvé que c'était bien joué parce que ça relance un peu la dynamique et ça relance l'intérêt. Vous avez beaucoup d'actions avec un univers qui est réfléchi, les rebondissements sont plutôt bien ressentis, donc voilà globalement ce que j'ai à dire de positif sur ce manga. Il y a bien évidemment des points qui m'ont déplu. Parfois vous avez quand même une flopée d'explications parce qu'on veut tout vous expliquer sur le Tao, le fonctionnement du pouvoir, etc. Sauf que franchement vous tournez la page, vous avez tout oublié, donc c'était pas la peine. Et puis du coup ça vous met, enfin ça met du temps à lire, vous voyez. C'était long à lire Hell's Paradise. Bon tant mieux parce qu'au moins on en a un peu pour notre argent, mais des fois on se dit ouais bon il y a quand même beaucoup d'explications. Vous me posez aujourd'hui la question sur le pouvoir de l'un
ou de l'autre, j'ai complètement oublié. Hein. Ça fait un peu comme pendant les examens, vous avez bûché, et puis hop, le dernier examen passé, le lendemain vous avez déjà tout oublié. C'est un peu pareil, vous avez beaucoup d'explications, bon ça aurait pu être un peu allégé. En plus, voilà, l'autre truc un peu chiant, c'est que vous avez du complot dans le complot, au bout d'un moment on se dit bon bah stop. Là, le rebondissement pour uniquement du rebondissement, pour vous dire ah bah non tu croyais ça mais t'as tort lecteur, on se dit ouais bon ok. D'accord. Ce n'est pas seulement parce qu'on nous a fait un pied de nez à la lecture que c'est embêtant, c'est surtout que du coup on se retrouve avec des alliances de personnages dans le manga qui sont parfois peu crédibles. Et parfois c'est l'inverse, on se souvient pas pourquoi est-ce qu'ils se battent ensemble. Donc voilà, il y a un peu des mélanges comme ça qui sont faits, mais globalement j'ai bien aimé les persos principaux, aussi la petite Shinobi là, et c'était intéressant d'avoir des personnages de caractère, des personnages qu'on pensait égoïstes mais qui ont peut-être ou pas réussi à évoluer dans leurs idées, des samouraïs qui eux aussi ont peut-être revisité leur jugement. On voit que c'était des samouraïs mais que chacun a son histoire personnelle et qui sont pas tous forcément endoctrinés par ce qu'on leur a raconté. Bref, moi j'ai franchement bien aimé, passé un très bon moment avec Hell's Paradise et c'est pour ça que je le mets numéro 1. Et bien voilà pour ce top flop, c'était long à filmer, je sais pas ce que ça va donner à la fin. En tout cas j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire vous quel aurait été votre classement selon bien sûr ce que vous avez lu. Si vous n'avez rien lu, tant pis, désolé. Lisez au moins les 3 premiers, vous allez voir c'est sympa. Et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça me ferait très plaisir, ça me motive beaucoup de voir que vous nous soutenez grâce à cette méthode qui est très simple et qui franchement nous encourage beaucoup. Et puis bien entendu, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!